L'échiquier international, soyez les bienvenus. Géopolitique de l'eau, l'eau recouvre la majorité de notre globe et sans laquelle rien ne peut exister. L'eau, cette ressource si précieuse, si fragile, vitale et qui pourrait se raréfier, à en croire un récent rapport de l'ONU. L'eau peut être source de vie mais aussi de mort. Le manque d'eau et les canicules plus la pression démographique suscitent l'inquiétude quant à sa gestion. L'or bleu, comme on l'appelle communément, des observateurs s'inquiètent et mettent la gestion de l'eau au centre de l'agenda politique international, mais aussi national, comme on l'a vu ces derniers temps chez nous, avec les stations de dessalement inaugurées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Mais à plus long terme, et question essentielle, est-ce que nous manquons d'eau réellement? Que recouvre réellement également le stress hydrique? Comment en réchapper et surtout, va-t-on assister dans un avenir proche à des guerres de l'eau, c'est-à-dire à des conflits armés pour la captation de cette ressource? On en parle et c'est tout de suite. Et si nos modèles économiques et la conséquence de la sécheresse ne placeraient pas l'eau au centre des bouleversements mondiaux de demain? On va tenter d'en parler avec le géopolitologue et le géographe surtout de l'eau, David Blanchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, géographe, spécialiste de l'eau, vous avez écrit 2 livres, plusieurs même sur le sujet, mais les plus récents sont un atlas de l'eau et également géopolitique de l'eau entre conflit et coopération. C'est bien ça? Merci. Oui, oui, c'est bien ça. Alors il y a beaucoup de façons de traiter la question thématique de la géopolitique de l'eau. Alors la question d'emblée qu'on a envie de vous poser, est-ce qu'on vit actuellement une réduction ou est-ce qu'on est confronté à un manque d'eau au niveau mondial? Alors, au niveau mondial, on n'est pas confronté à un manque d'eau, puisque le volume de l'eau sur Terre reste le même. Mais ce qui se passe, c'est que localement, on a des crises de l'eau de plus en plus graves, notamment à cause du changement climatique, hein, qui fait déjà un peu sentir ses effets, notamment au bord de la Méditerranée, mais aussi la multiplication de phénomènes extrêmes et aussi à une pression, hein, de plus en plus forte sur la ressource, hein, par augmentation de la population, croissance démographique et puis également besoins agricoles. Quelles sont selon vous les menaces les plus urgentes ou les menaces principales concernant la gestion de l'eau? Alors, il y a deux types de menaces. La première, c'est la concurrence pour les usages quand cette eau devient rare, hein, et ça, c'est le cas plus particulièrement dans le sud de la Méditerranée, mais aussi dans des régions africaines, voire dans l'ouest des États-Unis. Ça, c'est la première, hein, sur la quantité. La deuxième menace, c'est sur la qualité de l'eau, qu'on oublie souvent, et qui fait l'objet de menaces un peu partout, d'ailleurs. Du fait que cette ressource est souvent polluée, hein, même s'il y a des endroits où ça s'améliore, mais la pollution de la ressource reste extrêmement importante. Alors, on utilise souvent l'appellation l'or bleu pour évoquer cette ressource dans les débats et les discussions, comme on utiliserait par exemple l'or noir pour parler du pétrole. On sait que l'appellation d'or bleu ne vous satisfait pas complètement. Expliquez-nous pourquoi. Alors, elle ne me satisfait pas pour deux raisons. C'est-à-dire que l'eau, l'or, le pétrole, c'est des stocks, hein, ils sont ici figés depuis des millions d'années et ils ne bougent pas. Alors que l'eau, c'est un flux, hein, et donc, quand il pleut dans un pays, par exemple l'Éthiopie, l'eau va finir de toute façon naturellement par couler vers l'Égypte et le Soudan. Donc, ça fait que c'est pas du tout la même façon de considérer l'or bleu comme l'eau comme le pétrole, hein. Donc moi je suis pas tout à fait pour. La deuxième raison, d'abord c'est un flux. La deuxième raison, c'est que l'eau est irremplaçable. En cela, c'est que si on veut irriguer ou si on veut boire, c'est toujours de l'eau. Même les jus de fruits, c'est 99,5% d'eau, donc c'est toujours de l'eau, sous une forme ou sous une autre. L'irrigation, c'est toujours de l'eau. Alors que l'or, on pourrait s'en passer. Le pétrole également, on peut changer, passé à l'énergie nucléaire, au gaz, aux énergies renouvelables. Donc, c'est deux choses qui sont très différentes.
Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le titre entre conflit et coopération, c'est que l'eau aussi, du fait qu'elle est irremplaçable et que c'est un flux, elle incite peut-être un peu plus à la coopération qu'à la captation pure et simple et au conflit. Alors quand on évoque le problème de l'eau, cela peut être éventuellement la sécheresse, mais aussi des pluies très violentes qui jouent forcément sur le rendement de l'agriculture. En somme, des ressources en eau qui sont très variables, qui perturbent beaucoup l'agriculture en général. Mais est-ce que selon vous, cela perturbe plus qu'auparavant tout ce qui concerne la biodiversité? Alors, le changement climatique, hein, il y a des rapports qui viennent de sortir pour la France notamment, mais c'est encore plus valable pour le sud de la Méditerranée. A priori, aura tendance à aggraver les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire les pluies extrêmes et des sécheresses importantes aussi. Donc ça, on a une aggravation des phénomènes extrêmes qui est prévue. Généralement aussi pour les ressources en eau, c'est que plus la ressource en eau est faible, c'est-à-dire plus on va vers les zones semi-arides ou désertiques, plus elle est variable. Hein. C'est-à-dire que on le voit par exemple, là, il y a eu des exemples en Algérie récemment, à l'oued Guir. Hein, il pleut, effectivement, les ressources sont extrêmement très faibles, mais il peut pas pleuvoir pendant plusieurs années de suite, et puis tout d'un coup avoir un phénomène extrême où les barrages se remplissent quasiment en 2 jours. Et c'est ça un peu la caractéristique des ressources en eau. Quand plus elle est faible, plus elle est variable. Donc, dans toutes les régions où déjà il y a une pression forte sur la ressource en eau parce qu'elle est faible, et en plus, dans ces régions, elle va être très variable, ce qui va la rendre très difficile à gérer, hein, donc les cours d'eau à ce moment-là. Alors quand on parle également de l'eau en termes de ressources, on pense directement à l'eau minérale, mais il ne s'agit pas que de ça, visiblement. Il existe plusieurs types d'eau, si je puis dire. Expliquez-nous. Alors, oui, oui, il existe plusieurs plus d'eau, c'est-à-dire traditionnellement, bah, les eaux de surface, celles qui sont dans les fleuves et les lacs, hein, c'est la plus facile. Les eaux souterraines, qui ont une extrêmement grande importance et elles sont de plus en plus importantes, hein, puisque avec les techniques modernes, on peut forer l'eau de plus en plus. Donc ça, c'est un point extrêmement important, ces eaux souterraines. Et après, bah, il y a ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le dessalement. Vous en avez parlé juste là, qui prend également une ampleur de plus en plus grande dans les pays du Golfe, mais aussi la Méditerranée, maintenant les îles. On développe de plus en plus ce dessalement. Et puis, en non conventionnel, on compte aussi surtout la réutilisation de l'eau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé l'eau en zone urbaine, par exemple, on peut la réutiliser pour l'agriculture, hein, et donc ça permet de fermer un peu le cycle de l'eau, de réutiliser la ressource plusieurs fois. Hein, donc ce serait c'est ce qu'on appelle, hein, des sources non conventionnelles qui viennent un peu pallier les problèmes des eaux conventionnelles, c'est-à-dire de surface et souterraine. Alors vous autres spécialistes, vous utilisez souvent un terme, il s'agit de l'anthropocène. C'est un terme technique pour désigner une période géologique où les activités humaines l'emportent sur les forces géographiques naturelles. Est-ce qu'on en est là actuellement? Alors, dans l'eau, j'allais dire, on est dans l'Anthropocène depuis longtemps, hein, parce que l'Anthropocène, c'est en fait une des définitions, c'est qu'on voit les marques humaines dans les phénomènes naturels, notamment le transfert de sédiments, etc. Et dans l'eau, les grands barrages, ça fait quand même quasiment depuis presque un siècle. Hein, les premiers, les plus grands ouvreurs d'armes aux États-Unis, c'est 1935, à Assouan en Égypte, hein, qui est le plus grand barrage du monde, c'est 1970, et ils ont complètement modifié le fonctionnement des cours d'eau. Et presque tous les cours d'eau sont extrêmement modifiés, sans parler de choses d'ampleur continentale, hein, par exemple la mer d'Aral, hein, à cause des grands barrages et des actions de l'homme sur l'Amou et la Sierre d'Aria, la mer d'Aral a complètement disparu. Donc ça, c'est un phénomène géologique majeur. Hein, et donc là, c'est entièrement lié à l'Anthropocène. Donc l'eau est un marqueur extrêmement important de l'entrée dans l'Anthropocène. En termes de définition continue, on dit qu'un pays est en stress hydrique quand les ressources en eau disponibles sont inférieures à celles de demain, c'est-à-dire dans le futur, par rapport à l'augmentation de la population. Alors, En termes, il y a des seuils qui ont été calculés arbitrairement, c'est-à-dire qu'en fait, on divise l'eau
la ressource en eau renouvelable en mètres cubes qui existe sur un pays, et puis on le divise par la population. Hein. Donc en gros, ça donne un chiffre, hein, c'est l'eau qui est facilement accessible. Généralement, on peut donner 1000 pour être en période de stress et 500 pour être une période de pénurie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut bien voir que cet indice est assez parcellaire. Il permet de voir une première chose, hein, effectivement, qu'il y a des pays où le stress sur la ressource est important. Après, on peut s'en servir différemment. Abu Dhabi, qui a un indice extrêmement faible, hein, de l'ordre de 7 ou 8, il n'y a quasiment pas d'eau. Eh bien, effectivement, il n'y a pas de problème de l'eau parce qu'ils ont construit une immense usine de dessalement. Et donc, si vous allez à Dubaï ou à Abu Dhabi, vous verrez, il y a même du gaspillage de l'eau. Pareil pour l'ouest des États-Unis, Los Angeles, Las Vegas. Par contre, il y a des pays qui ont beaucoup d'eau. Par exemple, la République démocratique du Congo, en Afrique, hein, qui est un pays extrêmement arrosé, mais qui a pas du tout d'investissement. Et donc, hein, ben, là, il y a des énormes problèmes liés à l'eau. Donc, il n'y a pas directement ce qu'il faut comprendre en disant c'est pas parce que il y a une ressource faible qu'on va avoir forcément des pénuries. Mais disons que le stress hydrique a un rapport avec forcément l'augmentation la démographie, la pression démographique, le gaspillage et également l'agriculture intensive. C'est presque le schéma de la mondialisation, donc forcément c'est presque aussi inéluctable. Avec cette fièvre consumériste qui est de plus en plus là, et un capitaliste débridé, forcément, nous allons tous vers un stress hydrique si on prend plus ou moins ces liaisons et ces liens, non? Alors, effectivement, la ressource, c'est là que c'est important. C'est-à-dire que vous faites vraiment un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut il y a la technologie, ce que je veux dire, c'est que la technologie existe pour dépasser, enfin, pour permettre un développement important de pays malgré des ressources faibles. L'exemple Abu Dhabi, Dubaï, vous voyez, ils ont des ressources, c'est en plein désert, mais ils ont le dessalement, donc ils s'en sortent. On peut améliorer aussi l'irrigation avec le décadus, avec le goutte à goutte, par exemple. Donc les technologies existent, effectivement. Par contre, elles ont un coût environnemental. Et là, effectivement, c'est souvent, on peut résoudre les questions de l'eau en construisant des barrages, du dessalement, etc. Mais c'est au prix, hein, justement, souvent, de la qualité de l'eau et du sacrifice complet de l'environnement. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez complexe à comprendre, hein, entre qu'est-ce qu'on fait pour préserver quand même un minimum l'environnement, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'à quel point développer les technologies pour capter l'eau de plus en plus loin, etc. Donc là, c'est une question. Et est-ce que le développement finalement technologique ne peut pas amener des catastrophes comme ça a été en mer d'Aral? Donc là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement complexe en fait, hein, ces questions de l'eau. Il y a des solutions, mais elles sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Alors restons un tout petit peu encore avec le stress hydrique. On le voit, ce stress hydrique, c'est une sorte d'arc qui englobe le sud de la Méditerranée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais même les pays européens, comme par exemple le Portugal ou l'Espagne. L'Espagne, chaque été pratiquement, rencontre de vrais problèmes de gestion d'eau. On voit des barrages plutôt vides. On est contraint de creuser de plus en plus profondément et de taper dans les plaines d'Almeria, par exemple, où on a des solutions de désalinisation comme à Barcelone. On a l'impression que le problème est advenu un peu trop vite pour que les responsables politiques puissent réagir. C'est vrai en Espagne, mais peut-être ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, il y a un choix à faire qui est extrêmement politique. C'est-à-dire que du côté un peu, on va dire, des scientifiques de l'eau, il y a deux façons de gérer l'eau. En gros, soit on augmente la demande, c'est-à-dire on construit des barrages et on construit des usines de dessalement, etc. Et donc, on augmente l'offre d'eau, qui est disponible. Donc ça, c'est la gestion de l'offre, On va sur la gestion de l'offre, plus en plus d'offres, et chaque fois qu'il y a un besoin, on essaye d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin. Il y a une deuxième façon, c'est de gérer la demande, c'est-à-dire de changer d'optique et de dire on va essayer que les gens en ville consomment moins d'eau, que l'agriculture consomme moins d'eau, qu'on change de modèle agricole. Et donc là, il y a un gros débat politique qui est extrêmement difficile à trancher, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers l'offre ou est-ce qu'on va vers la demande? En France, on hésite beaucoup, on fait beaucoup en même temps, un peu d'offre, un peu de demande, un mix des deux. Et là, on va dire chaque pays va être confronté à ce choix, c'est-à-dire est-ce qu'il va continuer à augmenter l'offre en eau au risque d'arriver très vite à une limite indéfranchissable et puis un effondrement du système,
ou est-ce qu'on va penser à une gestion dite de la demande en eau, c'est-à-dire à la fois faire des améliorations techniques, mais aussi probablement des arbitrages entre l'agriculture, le tourisme, l'industrie, les villes dans l'accès à l'eau. Et là, c'est des choix politiques. Je pense que à la fois les gens qui travaillent dans l'eau et à la fois les politiques en sont conscients, mais c'est des choix qui vont être extrêmement lourds à faire dans les années qui viennent. Alors, on a évoqué les solutions de désalinisation, une piste pour pallier le manque d'eau. Est-ce une solution? On dit que le coût énergétique de ces stations de dessalement, le coût énergétique est bien trop important, conséquent, sans parler du coût de la pollution. Alors, aidez-nous à comprendre. Est-ce que c'est vraiment une solution, ces fameuses stations de désalinisation? Alors, ces stations de désalinisation, elles ont, enfin, il y a trois volets. En fait, la technique, c'est l'osmose inverse. Donc, ça a permis, effectivement, on fait passer l'eau dans une membrane, l'eau salée dans une membrane, en gros, et elle ressort, ça retient le sel, elle ressort de l'eau potable. De l'autre côté, il y a trois problèmes. Un problème environnemental, parce qu'effectivement, sur le plan énergétique, c'est important. Et en plus, bon, il y a de la saumure, de l'eau sursalée dont il faut se débarrasser. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a un problème économique, c'est-à-dire que l'eau qui sort de l'usine de dessalement, elle coûte cher. Et donc, c'est possible que pour les villes côtières et les villes côtières relativement, on va dire, riches. Et puis, il y a un problème aussi social, c'est-à-dire que forcément, comme le prix de l'eau augmente, si vous ne faites pas un effort sur subventions, aider les prix, qui peut payer notamment les ménages défavorisés, ça peut causer d'énormes problèmes sociopolitiques. J'allais dire aussi pour le dessalement, alors c'est une solution qui est utilisée dans beaucoup de pays, Los Angeles, l'Afrique du Sud, pour les grandes villes côtières, pour les zones notamment touristiques, en bord de Méditerranée, c'est une solution qui a fait ses preuves. Cela dit, il y a aussi des choses à faire avant. C'est généralement, avant de construire une usine de dessalement, il faut normalement faire un énorme effort pour la détection des fuites. C'est souvent le cas dans les villes en forte croissance. On a une perte sur le réseau qui peut atteindre 20, 30, 40, 50%. Et avant de faire une usine de dessalement, il y a probablement déjà des choses à faire sur réduire les fuites, réduire la consommation dans les ménages. Ça, c'est une solution qui n'est pas satisfaisante avant que tous les autres points aient été réglés, en fait. Alors, les autres points, essayons de voir la méthode chinoise. Il y a quelques années, la Chine avait déclenché la première alerte nationale à la sécheresse, la première de son histoire, sans parler des problèmes de pollution récurrents qui traversent le pays. Pékin a opté pour une méthode dite d'ensemencement des nuages avec la dispersion de particules d'iodure d'argent dans l'atmosphère à l'aide de roquettes tirées depuis le sol ou par avion pour faire tomber la pluie, quoi. Est-ce que c'est une solution, sachant que ce programme inquiète les scientifiques, mais également les pays voisins qui craignent une déstabilisation durable du climat de la région? Il faudrait que ça soit là-dessus. Moi, je suis assez circonspect. Ça marche localement. Ils l'ont utilisé notamment lors des Jeux Olympiques pour faire tomber l'eau avant qu'elle n'arrive sur les sites olympiques pour éviter ce qui s'est passé à Paris où il pleuvait tout le temps pendant la cérémonie d'ouverture, comme vous l'avez vu. Mais c'était assez local. De là à être utilisé à grande échelle, puisqu'en fait, pour que ce soit utilisé, il faut déjà qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Donc, dans les pays où il y a extrêmement sec, comme le sud algérien, il n'y a pas d'humidité dans l'air, donc on ne peut pas faire tomber de l'eau, enfin, au loin, extrêmement localement. C'est-à-dire de la vapeur, en c'est fait. une solution qui peut être qui peut être utilisée localement. De là à perturber le cycle, un cycle entier, oui, régionalement, ça peut avoir des effets, mais il faudrait que ça soit utilisé à très grande échelle. Et là encore, il faut faire attention à ces technologies avant-gardistes, on veut dire. Il y a souvent, comme j'ai dit, ça peut être beaucoup plus efficace de limiter les fuites dans un réseau urbain et de chercher les fuites. Alors, c'est moins excitant, on va dire, sur le plan médiatique, mais de refaire les canalisations, ça peut être beaucoup plus efficace que de tirer des roquettes dans les nuages pour améliorer la question de l'eau.
Alors, est-ce qu'on peut être témoin de plus en plus de guerres de l'eau, des scénarios qu'il faut prendre en compte dans le futur? Peut-être, je vais avoir votre avis. Par exemple, la tension au niveau du barrage du Nil d'Assouan avec l'Éthiopie, qui a suscité des tensions. On a l'exemple de l'Inde et du Pakistan, le plateau du Golan également. On a le Tigre et l'Euphrate qui traversent la Turquie, la Syrie, l'Irak. Est-ce que on peut être devant des tensions géopolitiques autour de la disponibilité de l'eau? Est-ce que ce sont des conflits qui sont inévitables? Alors, inévitable, non, clairement. Il y a toujours des solutions à ces questions de l'eau. Si vous écoutez les ingénieurs de l'eau, ils vont vous dire, effectivement, il y a des solutions sur le remplissage du Grand Renaissance Dam en Éthiopie. Il est possible de trouver une solution. En Syrie, enfin, sur le Tigre et l'Euphrate, il y a, si on suit la Convention des Nations Unies de 1997 sur la gestion de l'eau, il y a toujours des solutions qui peuvent être mises. Même sur le conflit israélo-palestinien, il y a des chercheurs, David Brooks notamment, qui a montré que s'il y avait une bonne volonté, ça ne poserait pas, l'eau ne serait pas un obstacle à la paix. Il n'y Certains aurait pas parlent, d'obstacle. On pourrait construire des usines de dessalement à Gaza pour résoudre le problème. On pourrait aussi mieux gérer l'eau à la frontière jordano-syrienne une et à la sorte de Cisjordanie. Donc diplomatie il de n'y a pas l'eau. de, Une sorte de il y a diplomatie pas de l'eau. de, ce n'est pas un obstacle. En revanche, que l'eau soit utilisée dans les conflits, c'est-à-dire comme facteur aggravant de conflit, ça c'est un vrai fait. Et malheureusement, bon, on voit que de plus en plus, les États s'affranchissent en fait du fait que normalement on n'utilisait pas l'eau dans les conflits et ils s'affranchissent. Prenons l'exemple d'Israël, mais aussi parfois en Ukraine, et ils s'affranchissent de ces limites qui étaient normalement posées en disant on ne prend pas l'eau comme objet de conflit. Mais est-ce que finalement, David Blanchon, je vous pose la question, est-ce que finalement le problème de tout ça ne rejoint pas ce qu'a affirmé l'économiste Kenneth Boulding avec sa célèbre phrase, c'est-à-dire celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste, c'est-à-dire est-ce qu'au fond il ne s'agit pas du débat autour de nos modèles économiques et de consommation excessive, surtout en Occident, mais même en Chine, qui raréfie des ressources aussi vitale que celle de l'eau. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça le problème? Alors, effectivement, la ressource en eau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est finie, d'accord? C'est-à-dire que elle est renouvelable, mais effectivement, à un moment, elle est finie. Et c'est quand, si on veut préserver un minimum les écosystèmes, parce que l'eau rend en plus des services écosystémiques, sans compter en plus, sans même prendre en compte sa valeur symbolique du fait que quand des fleuves disparaissent, la mer d'Aral disparaît, c'est une vraie tragédie à la fois environnementale et pour le plan symbolique sur ces régions. Eh bien, là, effectivement, mais je veux dire, l'eau est aussi un moyen où, finalement, je vous disais au début, oui, dans notre communauté de l'eau, on dit il faut gérer la demande. C'est-à-dire, mais gérer la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer, ne pas être tout le temps vu qu'on aura de plus en plus de choses, et donc à s'adapter à la limite des ressources. Et donc, dans un cas, finalement, l'eau peut être un bon exemple de ce qu'il faut faire pour le reste de l'environnement, c'est-à-dire prendre conscience que la ressource est limitée et à partir de là, nous s'adapter à une ressource limitée sans vouloir que on augmente sans fin cette ressource. Donc là aussi, là, effectivement, je crois qu'on peut dire ça que effectivement, l'eau, finalement, pourrait servir d'exemple pour d'autres domaines en disant il faut que nous, on adapte notre modèle à la ressource en eau et pas l'inverse. Alors, quelle est la solution? Vous l'avez expliqué en termes de théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour protéger ou en tout cas stopper le gaspillage de l'eau au niveau étatique et même au niveau plus moindre, Ben, micro? alors, la solution assez importante du domaine de l'eau, ça passe par la prise de conscience que non seulement on a l'eau du robinet que vous voyez tous les jours, mais que effectivement la plupart de l'eau qu'on utilise, on l'utilise indirectement. Donc, il faut bien prendre conscience que ça, c'est-à-dire que c'est l'eau qu'on utilise pour fabriquer les produits agricoles. Notamment, ce qui est vu en dans les pays du Nord, je parle pour la France cette fois-ci, c'est que l'utilisation, par exemple, de produits ultra transformés, ça a un impact sur les ressources en eau. Donc, en fait, il faut avoir cette vision un peu plus globale. C'est bien, effectivement, d'être éco-conscient, c'est-à-dire
de dire, voilà, je ferme mon robinet, je prends des douches, je ne gaspille pas l'eau au quotidien. Mais il faut aller un tout petit peu plus loin et te dire que bah, aussi, il y a de l'eau pour fabriquer ne serait-ce que le lithium dans les téléphones pour fabriquer l'essentiel de la nourriture. Hein, et que tout ça, ça a un impact, effectivement, hein, au-delà même simplement de l'utilisation de l'eau au quotidien. On arrive à la fin de notre entretien. Merci David Blanchon de nous avoir accompagnés pour parler de la géopolitique de l'eau, géographe, C'est moi qui vous remercie. auteur, Merci professeur. pour votre invitation. Je vous dis à bientôt et bon courage. L'échiquier international Merci arrive beaucoup. à sa fin. Merci de votre attention. Bonne soirée. Je vous dis à samedi.